Allemagne, 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir. Et rapidement, la question du consentement des Allemands au projet politique, mais aussi au projet économique, fait l'objet d'une attention extrême de la part des dirigeants du Reich. Partant du principe que l'alliance de la matraque et de la propagande ne suffit pas, ces derniers vont chercher à créer un type de management original qui gratifie et surtout créer une communauté productive. Car il s'agit bien, in fine, de préparer la guerre en réarmant le pays. Ce management à l'allemande passe notamment par un principe. Administrer aux travailleurs un baume qui adoucit l'effort. Et c'est ainsi qu'est lancée l'organisation Kraft durch Freude, la force dans la joie, une sorte de comité d'entreprise géant au sein du Deutsche Arbeitsfront qui s'était substitué au syndicat dissous le 1er mai 1933. Entre cette date, 1933 et 1939, une somme équivalente à, tenez-vous bien, près d'1 milliard d'euros actuels de fonds publics sera investie pour améliorer la décoration des lieux de travail ou encore développer les loisirs des ouvriers. Ça ne vous rappelle rien ? L'heure n'est certes pas encore au baby-foot, au Chief Happiness Officer, mais la notion de bien-être au travail était déjà très bien intégrée dans cette conception nazie du management. C'est ce que rappelle l'historien Johann Chapoutot dans son troublant livre « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui ». Troublant, oui, car le parallèle avec les tendances managériales d'aujourd'hui ne s'arrête pas là. L'aplatissement des structures hiérarchiques, la décentralisation des organisations ? Théorisé par le juriste Wilhelm Stuckart, avocat de la SA en 1941, qui fustige au passage dans ses écrits le système centralisé français, synonyme selon lui de mort de l'esprit d'initiative et de la joie dans le travail. On retrouve aussi les méthodes agiles, vivement recommandées par Herbert Backe, expert agricole de l'administration du plan de 4 ans dirigé par Hermann Göring. Pour Backe, la tutelle doit fixer un objectif et laisser la plus grande élasticité dans les méthodes. Bien sûr, en filigrane, il s'agit d'opérer une sélection entre ceux qui y parviendront et les perdants, entre guillemets, sous-entendu, les inférieurs. Car derrière tout cela, il y a bien entendu l'idée d'un darwinisme social. Reinhard Heune est un autre ardent défenseur de cette élasticité ou agilité. Ce juriste, que Johann Chapoutot présente comme ayant été au droit ce que le docteur Mengele fut à la médecine, rien que ça, atteindra le grade d'Oberführer en 1945. Il passera entre les gouttes de la justice après la guerre, avant de prendre la tête en 1956 de l'école de Bad Harzburg en Basse-Saxe, qui se voulait à l'époque le Harvard de la RFA. Ce passionné de stratégie militaire proposa un nouveau modèle, le management par délégation de responsabilité. Le principe, là encore, c'est de fixer des objectifs et de laisser une grande autonomie pour les atteindre, ce qui transfère, note Heune, une partie de la responsabilité vers le niveau qui a pris en charge l'action. Alors, plus moderne que jamais les nazis ? Je vous en laisse juge. Tout comme je vous laisse le soin de trancher la grande question qui se pose en refermant l'ouvrage de Johann Chapoutot, est-ce bien un principe de darwinisme social qui régit aujourd'hui notre monde du travail ?